Et ceux-là pour qui ce n'est pas la première fois, sentez-vous déjà à l'aise en famille. Et à vous le micro, Chavez. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invite. Merci beaucoup, Christian, de m'avoir introduit dans ce webinaire, de m'avoir aussi présenté brièvement. C'est pour moi un plaisir aujourd'hui de prendre la parole dans ces salons, je vais l'appeler salon, pour effectivement aborder une question en quelque sorte existentielle aujourd'hui qui est à la une des médias, même dans le débat scientifique, dans les universités, ça se parle un peu trop souvent. Mais avant, effectivement, d'aborder les sujets comme ce prévu, je vais d'abord me présenter. Christian l'a déjà très bien fait. Je vais donner juste une petite sauce dans la présentation qu'il a faite sur moi. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Chavez Camera Chukwu. Je viens d'être diplômé titulaire de master en sciences de la population et du développement à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et donc, comme Christian l'a si bien dit, je suis chercheur junior, je dois bien le préciser, parce que je ne suis pas senior, au Centre Angaz Institute de l'ISDER Bukavu. Et je suis également membre de Mkajun PSFED, qui est une organisation basée dans le sud Kivu et qui a des activités dans cette région-là. Et donc, aujourd'hui, si je peux déjà peut-être présenter ma présentation. Un instant. Je vais déjà partager ma présentation. Voilà, pendant que Chavez partage sa présentation, merci déjà, Mimi, de faire déjà signe de vie dans l'onglet de chat. Je demanderai à ceux-là qui se sentent aussi de se présenter brièvement pour que dans le chat, on se connaisse aussi. C'est une très belle opportunité de réseautage entre nous. Merci. Je pense que vous voyez mon écran quand même. Oui, on voit bien votre écran, Chavez, merci. Ça va. Donc, j'étais au niveau de de ma présentation. Je suis Chavez Kamera Chukuru et je suis chercheur au Centre Angaza Institut de l'ISDER Bukavu et je suis membre de l'ASBENUKA Jumpia qui est basé dans le sud Kivu. Et donc, je suis également titulaire dans Master en sciences de la population et du développement à lycée Louvain et je suis basé à Louvain-la-Neuve en Belgique. Donc, sans pour autant prendre beaucoup de temps, parce que c'est seulement 20 minutes qui me sont accordées, je vais devoir vous présenter ce que j'ai prévu pour ce webinaire, mais le sujet d'aujourd'hui va porter sur comment est-ce qu'il faut repenser les financements des ONG en RDC. Vous savez que la RDC, c'est un pays actuellement sous les chocs, avec beaucoup de crises de population, de crises de déplacement de population, de crises de famine, de malnutrition et consorts. Et donc, c'est actuellement un pays qui, effectivement, doit être intéressant pour aborder les questions de développement. Donc, je vais d'abord commencer par cette citation de Wangari Maathai, qui est une Kenyane qui a obtenu un prix Nobel de la paix en 2004. Et elle a dit dans son activisme, parce qu'elle était activiste des droits de l'homme aussi, et une activiste de l'environnement, elle a dit, le développement durable ne peut être importé. Il doit venir des communautés elles-mêmes, nourries par le savoir, par leur savoir, leur travail et leur espoir. Mais ça, effectivement, nous allons le découvrir dans cette présentation. Donc, en gros, ce webinaire a pour objectif, en tout cas pour ma part, et je pense que pour vous autres aussi, d'explorer de nouvelles pistes pour un financement plus durable, équitable et contextualisé. Et donc, ça va effectivement nous aider aussi à réfléchir à un modèle plus souverain, durable et inclusif qui effectivement reconnaît la capacité d'innovation locale. C'est donc cet objectif qui répond à la question de pourquoi est-ce que les financements des ONG doivent être repensés dans le contexte de la République démocratique du Congo. Alors, si on peut partir, par exemple, du contexte global lié au financement, lié aux enjeux, au rapport de pouvoir, nous allons voir que, par exemple, en 2025, en janvier, jusqu'en début de l'année, lorsque Donald Trump et son administration ont été installés aux États-Unis, on a directement décidé sur le démantèlement de l'USAID et on peut comprendre ce démantèlement comme une sorte de repli stratégique
sur les intérêts nationaux qui avait été amorcé bien avant, parce que Donald Trump était président bien avant que M. Joe Biden ne le soit plus tard. Et donc, il avait d'abord amorcé cette procédure de Allô, démonter toujours. allô Chavez, hein? Juste dans l'entretemps, il y a une petite demande des amis. Si tu possible, possible de mettre ta présentation en mode présentation, présenter, c'est plus facile et lisible de ce côté. Je pense qu'il y a un petit Ah ouais, onglet, voilà. un instant alors. Et si vous cliquez seulement présenter là au-dessus, voilà. Ah ouais, Je pense que ça va aller. Comme ça, tout le monde sait. Parfait, merci. voilà, c'est bon comme ça, je pense. Oui, ça marche, c'est très bon, merci. Voilà, donc j'étais au niveau du démantèlement de l'USAID, qui est d'ailleurs une très grande agence, la plus grande agence du développement dans le monde. Et donc, on peut voir qu'il se replie sur soi. Avait été amorcé déjà bien avant, mais aggravé par la COVID-19, mais également par la guerre en Ukraine, parce qu'il fallait que finalement on finance euh, l'armement en Ukraine. Et donc, on a financé l'Ukraine au détriment de la coopération beaucoup plus globale. Donc, au-delà de la question qui concerne les États-Unis, on voit par exemple qu'il y a le coupe dans le budget de la coopération et développement, notamment en France, où on voit des taux à couper les souffles, moins, moins 34, moins 34, moins 35%, pardon. Aux Pays-Bas, moins 65%. En Belgique, également, on voit que on a coupé dans le budget de la coopération au développement, moins 25%. Et d'ailleurs, actuellement encore, on est en train de dire que on va augmenter les pourcentages de coupes dans le budget de la coopération au développement. Donc, finalement, avec toutes ces coupes dans le budget de la coopération, effectivement, c'est la coopération bilatérale, c'est la coopération multilatérale, c'est la coopération indirecte, donc qui inclut les ONG, qui inclut même la coopération indirecte, parce que même on a interdit que dans le, pas interdit, mais en tout cas, on a mis en place des stratégies pour décourager même les politiques de collecte de dons dans le pays comme la Belgique. Et donc, finalement, on est éloigné de l'objectif international des 0,7, qui était l'objectif fixé au sommet de Monterrey au Brésil donc, en 2002, qui consistait à dire que finalement, le pays riche doit donner 0,7% de leurs revenus et que le pays bénéficiaire, donc le pays pauvre, devait vraiment concentrer les efforts pour que cet argent puisse profiter aux populations pauvres. Et donc, avec toutes ces coupes dans le budget de la coopération au développement, on assiste aujourd'hui à une crise financière qui est aiguë des organisations qui effectivement euh, qui a aggravé donc les difficultés de mobilisation des ressources, notamment financières. Mais on peut se dire, par exemple, que toutes ces coupes qu'il y a en France, en Belgique, aux États-Unis, en Suède, bah, pas en Suède, mais aux Pays-Bas, ce sont des coupes qui ont des justifications. Par exemple, en Belgique, je vais d'abord prendre l'exemple de la Belgique, il y a Georges-Louis Boucher, qui est président d'un parti politique de droite, qui a dit effectivement que l'aide au développement ne sert à rien. D'ailleurs, il a appelé à au démantèlement des Enabel, parce que pour lui, l'aide au développement civil, ça représentait presque rien du tout. Et donc, on voit, par exemple, qu'il y a d'autres partis comme les ONG qui prennent position par rapport à la question de l'aide publique au développement. Et les CNCD 1111, en 2024, dans les rapports, ils ont souligné que les coupes budgétaires dans le secteur de la coopération et développement euh, sont vraiment importants pour sauver des vies. Et donc, il y a aussi certaines personnalités belges qui ont pris carte blanche en disant que euh, l'investissement, disons, la coopération et le développement, c'est un investissement dans l'humanité, parce que ce qui se passe, par exemple, au Congo, pourrait avoir des répercussions sur la Belgique. Donc, le fait que l'on investisse au Congo déjà dans la coopération et le développement va faire en sorte que certaines vies humaines soient directement sauvées de ce côté-là. Et donc, on a aussi des critiques ou des positions ou des positionnalités des scientifiques, notamment Dany Samoyo, également l'autre dame, qui a dit que l'aide internationale a créé une dépendance chronique.
Mais voilà, mais quand même, déjà, vous allez voir que dans le pays comme la Belgique, déjà, où j'y suis, et c'est d'ailleurs sur la Belgique que je mené mes études de recherche dans le cadre de mon mémoire, vous allez voir que certaines stratégies ont déjà été déployées ou sont en train d'être déployées pour faire face à toutes ces coupes dans les secteurs de la coopération et développement. Et vous allez voir, par exemple, que dans certaines organisations, il y a déjà des crises que ces groupes ont déjà déclenchées, notamment la réduction des équipes RH. Donc, certaines organisations aujourd'hui vont se dire que, en tout cas, on va diminuer, ou on va commencer à licencier, ou on va commencer à donner des congés techniques, effectivement, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et on va voir que certaines ONG vont réduire leur zone géographique. D'ailleurs, j'en ai rencontré plusieurs lors des entretiens que j'ai donnés. Certains qui m'ont dit clairement qu'ils vont devoir se retirer dans certains pays où il y a moins d'enjeux de développement ou de financement. Et la disparition des petites ONG. Aujourd'hui, on assiste à, à des politiques, j'appellerais effectivement de politiques de fusion en fusion, parce que ce serait une stratégie de mutualisation de force pour essayer de voir dans quelle mesure une grande ONG ou un consortium d'ONG peut, n'est-ce pas, capter de grands financements au niveau de l'Union européenne, par exemple, au niveau des Nations Unies, etc. Mais aussi, on voit par exemple aujourd'hui une professionnalisation, c'est-à-dire on voit par exemple euh, faire une organisation très professionnelle dans les appels à projets. Et ça s'inscrit dans la politique du public management parce que l'ONG va effectivement donc adopter une posture mini-ONG, mini-entreprise et donc ça, ce sont des effets aujourd'hui que l'on est en train de voir, mais aussi effectivement la localisation de l'aide. Donc on va donner une certaine autonomie à certaines branches d'ONG au Congo par exemple, pour dire bah, nous n'allons plus vous considérer comme des partenaires subordonnés. Nous allons maintenant vous considérer comme des partenaires égaux. Vous pouvez mobiliser à votre niveau de financement et faire avancer les activités dans votre milieu. Donc, on a aussi, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'ONG qui changent d'objet social. Donc, des ONG qui étaient des ONG à but non lucratif, effectivement, qui deviennent de plus en plus des ONG, disons, des bureaux d'études ou qui deviennent des cabinets conseils parce qu'en fait, ils ne voient plus de perspectives dans le secteur de la coopération et développement qui est de plus en plus menacé par les coupes dans le budget. Donc, en plus de cela, par exemple, les mêmes stratégies développées par certaines ONG, notamment aux États-Unis aussi, on va voir que ces ONG, même qui traversent une période de vache maigre en quelque sorte, vont développer des stratégies de diversification des financements. Comment est-ce qu'ils vont diversifier leur financement? C'est au travers de plusieurs stratégies, notamment, par exemple, dans le contexte d'aujourd'hui, ils vont se dire que on va engager plus de personnes pour la collecte des dons dans le rue. Ça se fait, je pense que Christian qui est en Belgique le sait très bien. On rencontre de temps en temps dans les rues des personnes qui sont employées par MSF, par Greenpeace, par d'autres ONG qui sont indépendantes ou pas du tout, qui doivent donc se donner des objectifs de collecter les dons. Et la fusion et mutualisation, effectivement, j'en ai déjà parlé, parce que c'est aussi une stratégie. Bon, les petites ONG se voient en difficulté de mobiliser les fonds parce que elles sont obligées, par exemple, de démontrer leur capacité de gestion de grands financements. Et donc, pour y parvenir, pour ne pas se faire éteindre, en quelque sorte, elles vont devoir fusionner avec d'autres organisations de grande majorité qui peuvent répondre à des critères de bailleurs de fonds, des critères de redevabilité en quelque sorte, des grands bailleurs de fonds. On a aussi, par exemple, aujourd'hui la réorientation thématique, qui est une grande problématique au sein des ONG en Belgique, mais pas qu'en Belgique, je pense que dans le contexte de chez nous, on a en Belgique, depuis novembre 2025, la politique ou la stratégie du gouvernement en Belgique. Non. Excusez-moi parce que je prendrai toujours l'exemple sur la Belgique, parce que c'est là où j'ai mené beaucoup plus de recherches sur ces sujets-ci. Effectivement, on verra aussi sur le Congo qu'est-ce que ça va donner. Et donc, on va voir qu'il y a réorientation automatique. La Belgique a fixé en 2024, fin 2024, ses priorités en matière de coopération et développement.
Et en termes de coopération et développement, la Belgique a cité sécurité, la lutte contre l'immigration de masse, c'est une grande problématique en Belgique particulièrement. Et donc, ces ONG qui étaient plutôt, par exemple, dans le domaine de l'environnement, vont devoir se réinscrire dans les thématiques gouvernementales pour ne pas rater les opportunités. Et donc, cela, effectivement, ça peut réorienter, désorienter, pardon, les ONG dans leur mission initiale des, des, des militants, par exemple, parce qu'elles doivent de temps en temps changer, doivent de temps en temps s'adapter à des agendas politiques qui ne sont pas plutôt en quelque sorte sociales. Donc, par exemple, aujourd'hui aussi, on a une professionnalisation accrue. Donc, c'est un effet, effectivement, mais également, c'est aussi une stratégie d'adaptation. Parce que, qu'est-ce qu'on va se dire? Ben, euh, si on n'a pas des équipes capables de mobiliser des fonds, eh ben, on va disparaître parce que, il faut quand même avoir des gens qui sont suffisamment expérimentés pour constituer des dossiers solides, d'appel à projet, et nous aider à obtenir beaucoup plus de financement. Alors, la localisation de l'aide, j'en ai déjà parlé, la raison pour laquelle j'ai mis Tibet jusqu'à la fin. On en parlera plus tard dans le page qui suit. Et puis également la professionnalisation accrue. Alors, donc, il y a quatre courants qui donc, peuvent expliquer tout ce que je viens de dire, la coupe, les stratégies et tout ce qu'il y a comme stratégie d'orientation ou d'adaptation. On a par exemple le courant néo-marxiste, c'est donc souvent euh, le courant critique néo-marxiste comme c'est le radicaux de gauche. Donc, ce sont très souvent des courants qui inspirent les partis politiques de gauche, les partis progressistes, et qui disent, par exemple, que l'AFD est un instrument de domination de pays industrialisés sur le pays pauvre. Donc, c'est Sardan qui a donné cette précision. Et on a, par exemple, des courants populistes, qui sont des courants, effectivement, qui sont très différents des courants de critique néolibérale. Et ce sont des courants qui sont très souvent ce sont donc des courants qui expliquent, par exemple, les positionnalités des politiques beaucoup plus de droite et qui vont se dire que mais, pourquoi est-ce que vous donnez de l'argent aux Congolais? Pourtant, ici, il y a des SDF qui souffrent aussi de la malnutrition, du manque de logement. Pourquoi est-ce que cet argent ne devrait-il pas être investi dans les contextes de chez nous au lieu d'aller l'investir, le jeter en pâture, en quelque sorte, dans d'autres pays dont on ne connaît rien du tout, sur tous les contextes? Donc, il y a très souvent cela, et on peut dire d'ailleurs que le propos de M. Georges-Louis Boucher, qui est du MR en Belgique, s'inscrit beaucoup plus dans ces courants-là. Et on a aussi le courant néolibéral. On va dire que le fait que les États comme la Belgique vont intervenir dans le contexte du Congo, dans le problème du Congo, va plus créer des problèmes que ne pourra jamais en résoudre. Et puis, on a des courants développementalistes, et beaucoup plus des courants qui ont été récupérés par les ONG, les acteurs du développement, même les scientifiques, certains d'entre eux en tout cas, et qui disent que donc l'aide au développement, l'aide, c'est très indispensable pour réduire la pauvreté, pour corriger les déséquilibres mondiaux et financer le bien public global. Donc, ça s'inscrit un peu dans cette théorie actuellement que l'on dit l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, parce qu'il faut pouvoir faire quelque chose de bien ici, parce que ça pourrait avoir des effets très importants ou très positifs dans notre contexte. Mais voilà, maintenant, le contexte global, il est presque terminé, d'ailleurs, il est terminé pour cette présentation. Maintenant, on peut alors attaquer le contexte congolais et voir les enjeux qui sont devant nous. Je sais que peut-être je suis en train déjà de consommer beaucoup plus de temps. Je ne suis pas chrétien, je suis déjà à combien de minutes, mais peut-être vous m'en direz plus tard. Mais voilà, donc aujourd'hui au Congo, les problèmes sont beaucoup plus graves parce qu'on est dans une situation de crise multiple où on a euh, des crises de déplacement des populations, on a des conflits armés, on a une sécurité alimentaire, on a la pauvreté qui a galopé
jusqu'à 85% selon le rapport de la Banque mondiale qui a été publié en 2024. On a un déplacement de population. Je pense que le Congo, si je ne me souviens plus du tout des statistiques, mais c'est 6,7 millions selon l'IDMC, qui est un institut qui recense le taux ou le nombre de déplacés forcés ou même voilà, le nombre de déplacés dans le monde et essentiellement en Afrique aussi. Et donc, le fait que nous ayons tous ces problèmes, le rôle des ONG est très prépondérant, très important, parce qu'on doit aider dans la défense des droits humains, dans la gouvernance, dans le développement, dans beaucoup de secteurs. Mais finalement, on se rend compte qu'on est très dépendant vis-à-vis des barrières extérieures. Parce que si les Nations Unies n'ont pas donné de l'argent, si les ONG en Belgique, en France, euh, aux États-Unis, au Canada n'ont pas donné de l'argent, alors on est en stagnation, on n'avance pas du tout. Et on a beaucoup plus, par exemple, aujourd'hui des ONG nationales qui sont très bien structurées et des ONG internationales qui sont aussi présentes dans le contexte de chez nous. Mais effectivement, aujourd'hui, on va se concentrer que sur les ONG du Sud. Et toutes ces ONG locales, parce que c'est sur celles-là que nous allons mettre l'accent, connaissent des défis de capacité de mobilisation de fonds, de capacité du personnel. Vous allez voir, par exemple, une organisation qui a été créée il y a 20 ans, qui a toujours des défis en termes de ressources humaines, en termes de capacité ministère. Et on a, par exemple, aujourd'hui, l'absence de fonds structurels, le manque de professionnalisation financière ou de diversification financière, j'en ai déjà parlé. Des ONG, par exemple, qui n'attendent qu'un partenaire au nord agisse pour faire quelque chose. Et donc, finalement, cela met en vulnérabilité beaucoup d'ONG locales, pourtant qui ont un ancrage sur le plan local. Et on a, par exemple, des financements qui sont à court terme. Donc, malgré que certains partenaires du Nord puissent avoir la volonté d'aider, de financer des projets, c'est toujours des projets qui sont, ou des financements qui sont vraiment éphémères. Alors, tout cela s'inscrit aussi dans les contextes que l'on peut dire de court terme dans le budget de la coopération AFD, ONU, GIZ, etc. Pourtant, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup plus de besoins à couvrir. Donc, les ONG du Sud, du Congo particulièrement, doivent avoir des capacités à donner des réponses à toutes ces questions, à tous ces problèmes. Alors, les problèmes liés actuellement au modèle d'accès au financement en République, en République du Congo, parce que je sais que c'est cela surtout l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est que, par exemple, on va voir très facilement une dépendance structurelle. J'en ai déjà parlé. Les ONG qui suivent des agendas de bailleurs au lieu de leurs propres priorités. On en va voir, par exemple, un partenaire qui va se dire qu'il y a ces problèmes-ci dans ces domaines-ci. Et une ONG, plutôt qui a l'expérience, va se dire, bon, OK, alors on va le faire sans une moindre discussion. Ça, c'est existe. D'ailleurs, je me souviens de mes profs, Ali Bukavu, qui avait dit dans un cours que au Congo, nous avons un problème. Si un partenaire étranger venait aujourd'hui et dire que à Bukavu, tout le monde a un problème psychique, alors les ONG ne vont pas trop en discuter. Ils vont dire, ah oui, c'est vrai. Alors, ils vont monter des dossiers très solides et ils vont voir dans quelle mesure ils peuvent capter tous ces financements-là. Donc, le développement, malheureusement, n'est plus endogène. Le développement n'est pas endogène. Il est importé d'ailleurs. On vient avec deux modèles qui viennent d'ailleurs pour finalement dire que c'est ça que vous devez faire sans une moindre critique vraiment intellectuelle ou même contextuelle. Donc, pourtant, aujourd'hui, on va voir que malgré cette dépendance de nos ONG ou des ONG congolaises à des financements extérieurs, la réalité qui choque le cœur d'ailleurs, c'est de voir qu'il y a seulement 7,6% de financements qui sont accordés aux ONG dans le monde. Donc, c'est pas vraiment beaucoup. D'autres financements sont donnés aux entreprises, mais pour les ONG, c'est pas vraiment beaucoup. Et c'est cette donnée qui va donc refléter la dépendance
aux barrières externes, plus un accès limité de l'ONG local au financement structurant. On va voir également une inégalité dans l'accès au financement, malgré qu'il y a quand même des ONG locales qui sont déjà très bien constituées, voire des ONG internationales qui captent toujours la majorité des ressources, effectivement, parce qu'ils ont très souvent des relations, ils ont aussi des capacités, il faut le dire, administratives, capacités dans les domaines des ressources humaines, des relations historiques, des agréments, et qui laissent très peu de ressources aux organisations locales. Et on a aussi la complexité administrative. Très souvent, les ONG locales congolaises, notamment, même si elles soient bien constituées, il y a toujours des problèmes. Par exemple, pour des audits, des formats de projets, et qui donc ne permettent pas à ces organisations-là de pouvoir compétir à des grands fonds de financement. Et voilà, donc le financement à court terme, non durable, 6, 12 mois, même 3 mois, même un mois, et sans déjà en long terme. Les bailleurs cessent de financer, alors il n'y a plus de perspective, alors on est bloqué, on n'avance plus. Et certaines organisations dans cette posture peuvent même s'effacer et ne plus jamais exister. Alors, je pensais à quelques pistes de modèles d'alternatives de financement. C'est donc des pistes qui ont déjà été testées ailleurs et qui datent de très longtemps et qui ont très bien fonctionné. Et on va voir, par exemple, en France, même en Belgique, dans beaucoup de pays d'Europe, c'est d'ailleurs ça avec leur modèle d'économie sociale et solidaire qui permettent, par exemple, qui permet de financer ou de donner un surplus aux ONG qui sont dans un déficit ou alors de tendre leurs actions sur un plus grand nombre de pays. Et on va voir, par exemple, que ce qui pourrait, par exemple, nous permettre d'être indépendants, ce qui pourrait permettre aux ONG congolaises d'être indépendants, d'être autonomes, de diversifier aussi leur financement, ce serait, par exemple, la création des activités génératrices de revenus dans ces ONG, de boutiques, de services, de vente, de subventions, de prêts, dont les revenus pourraient soutenir les missions sociales. C'est ça, d'ailleurs, l'objet ou le substrat même, l'objet ou l'essence, pardon, de l'économie sociale et solidaire. On va faire de profit et ce profit vont pouvoir être injectés pour aider à des projets sociaux. Et il y a un rapport d'impact qui a été publié par l'OCDE en 2023 qui montre que ces modèles hybrides, donc qui incluent les modèles des ONG et d'entreprises, aide à améliorer la résilience financière des organisations en donnant des revenus autonomes qui peuvent couvrir 10 à 40% des coûts opérationnels selon le secteur et la maturité du modèle. En plus de cela, en plus du modèle de l'économie sociale et solidaire, que vous connaissez certainement, parce que tout ce que nous faisons la plupart des fois dans les contextes de chez nous, c'est de l'économie sociale et solidaire, coopérative, de mutualité, de fondation, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, mais peut-être la manière de les conceptualiser qui n'est pas du tout la même. Et donc, en deuxième lieu, selon ce que moi je pensais, il y aurait la possibilité de créer des coopératives ou des entreprises sociales pour financer le projet social. Je vais revenir sur cette slide ici. Vous pouvez voir sur cette image qu'en République démocratique du Congo, ça, ce sont donc les données qui ont été publiées par la Banque mondiale, dans le concours pour évaluer et donner les statistiques des entreprises sociales en RDC. Et on va se rendre compte que dans certaines provinces, ces modèles avancent déjà très bien. Au Nord Kivu, à Kinshasa, ou au Sud Kivu, avec dans toutes ces provinces, malgré qu'à Kinshasa, quand même, au Nord Kivu, le nombre est un peu trop élevé, on se rend compte que le nombre reste insignifiant dans d'autres provinces et au regard de la grandeur du pays, il faudrait quand même développer plus de stratégies pour que le modèle soit de plus en plus implémenté. Donc, les coopératives ou les entreprises sociales vont effectivement donc nous aider, par exemple, à diversifier même aussi les financements, à favoriser une inclusion économique, à créer des modèles réplicables et des sources de financement à l'interne et
Les coopératives, une fois qu'elles sont créées, elles peuvent très facilement accéder à des microcrédits ou des garanties pour monter des activités qui sont rentables et qui peuvent être bénéfiques aux membres des coopératives, surtout donner un poids aux actions ou aux activités qui sont faites sur le plan local. Donc, on va voir, par exemple, aujourd'hui aussi une collaboration qui devrait être possible, une collaboration avec les entreprises privées. Ça peut être, par exemple, des multinationales minières, de PME urbaines. Et ça, ce sont donc des opportunités qui sont à nos portes, qui sont sous nos yeux, que nous devrions capitaliser pour pouvoir fonder une alternative au manque de financement sur le plan international. Donc, avec les RCE, c'est très souvent donc, c'est versé en définition, c'est responsabilité sociale de l'entreprise. Ça va donc, par exemple, nous permettre de collaborer avec des entreprises. C'est donc l'entreprise, par exemple, qui donne ou qui finance, qui soutient des actions sociales, qui va dire, par exemple, moi, je vais réduire les coûts de consommation d'énergie, je vais, par exemple, réduire de tel pourcentage des émissions de gaz à effet de serre. Ça rentre dans le cadre économique, dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise, mais c'est surtout que ça s'inscrit dans le cadre des OEDD, c'est-à-dire ça va soutenir les actions en lien avec la gestion de l'environnement, la promotion de l'économie, mais également la promotion du social. Et ces entreprises, mais également vont nous permettre, par exemple, d'apporter des points très importants et donner la possibilité des financements pluriannuels et des synergies. Parce qu'aujourd'hui, la collaboration entre les secteurs privés et les secteurs des ONG, donc le secteur de la société civile, n'est pas très marquée. Mais le fait que nous soyons contraints aujourd'hui de dépendre de nous-mêmes, ça nous donne l'opportunité quand même d'explorer toutes ces pistes et de voir dans quelle mesure nous pourrions explorer ou nous pourrions être autonomes et soutenir ou relancer la coopération sud-sud qui est aujourd'hui une option à ne pas surtout lâcher. Donc voilà, comme je suis déjà à la fin, ma conclusion par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est que c'est d'abord de dire que par exemple, la coupe dans le budget de la coopération développement, c'est c'est une coupe qui a été justifiée par le fait que dans les Sud, mais également dans les Nord, il y a eu des critiques de la part de la société civile, des chercheurs, mais également des politiques qui ont remis en cause l'efficacité ou la pertinence de l'aide. Mais dans le contexte congolais aujourd'hui, par exemple, on va voir que les ONG quand même restent trop dépendantes ou fortes dépendantes vis-à-vis des aides extérieures parce que, il y a une très faible autonomie, il y a des flux qui sont très fragmentés et tout cela sont des facteurs qui sont hérités de la système. On limite la durabilité d'action et des ONG à s'imposer comme des actifs de développement durable parce que lorsqu'on doit tendre la main, effectivement, donc toutes les actions qu'on aura à faire, ce ne seront pas des actions durables, ce seront des actions à court terme, des actions court-termistes. Et je pense, je pensais plutôt qu'il serait important de pouvoir réinventer le modèle de financement. C'est-à-dire, on va accepter la centralité euh, des communautés locales dans la production du changement social. On ne doit pas tout simplement être de simples spectateurs, mais vraiment des gens ou des acteurs qui vont participer à notre propre développement. Et je pense que pour y arriver, la responsabilité sociétale de l'entreprise, l'économie sociale et solidaire, les financements participatifs doivent être des alternatives, ne doivent pas tout simplement être des alternatives simples, mais doivent être des représentants d'une voie vers une souveraineté financière rationnelle de la société civile, donc de notre société civile. Ce serait une occasion de créer des synergies très fortes entre des entreprises privées ou l'entreprise sociale, les universités, les ONG, même les gouvernements ou les collectivités locales, et affirmer, comme je l'avais dit, la convergence utile. Voilà donc
ma présentation pour cette thématique et comment est-ce qu'il faudrait repenser l'accès au financement dans le contexte du Congo. Je vous remercie. Très brillante présentation, cher Chavez. Merci beaucoup pour non seulement la qualité de la matière partagée, abordée, mais aussi la pertinence dans les analyses qui, je vois déjà par le saut des emojis sur l'écran, qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont apprécié cette matière. Alors, tout d'abord, je dois dire que nous aurons à partager les slides avec tous ceux-là qui sont intéressés de pouvoir un peu l'utiliser peut-être après avec la permission de Chavez, parce qu'il y a vraiment cette demande dans le chat. Et en même temps, encourager ceux-là qui voudraient continuer cet échange. Bien sûr, ce n'est pas en un call qu'on peut débattre toute cette matière. Ceux-là qui voudraient continuer cet échange avec Chavez et d'autres qui font déjà partie de la famille de projets de société, nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel je peux vous ajouter. Donc, n'hésitez pas de m'envoyer un petit message, un texto sur le plus 32 498 42 45 89. Il est déjà dans le chat et je pourrai vous y intégrer. Alors, nous allons entrer directement dans l'espace de questions-réponses pour déjà aborder certaines questions. Moi, d'emblée, j'aimerais peut-être d'abord commencer par la même problématique de financement des ONG et poser une question que je pense qui serait un peu au préalable. À Chavez, est-ce que nous avons besoin des ONG en RDC? C'est-à-dire, quand on voit l'historique des ONG et de leur présence en RDC, depuis, disons, les années 96, pour la plupart, ceux-là qui ont un peu une vision historique de là où les guerres, quand les guerres ont commencé, c'est pendant cette période-là que nous commençons à voir une présence des ONG dans la République démocratique du Congo. Et en maintenant, 30 ans presque plus tard, on a comme l'impression que quand on parle des ONG, on fait juste de la ronde et que leur impact est réel dans les vies des communautés, leur impact réel dans l'avancement des développements du niveau national ne sont pas nécessairement palpables. Alors moi, j'aimerais d'abord poser cette question pour commencer. Est-ce que les ONG apportent ou apporteraient tant soit peu un plus à la vie des Congolais? Pour commencer, Chavez, merci. Euh, Merci beaucoup, Christian. Je pense que c'est la seule question que vous avez pour l'instant, donc je vais directement y répondre. Est-ce que nous avons besoin des ONG en RDC? Effectivement, nous sommes un pays avec autant de problèmes, je l'avais déjà dit dans la présentation, des conflits armés, des déplacements de population, et tout ce qui va avec, le taux de mortalité euh, très élevé. Et donc, je pense que dans ce sens-là, je pourrais dire que nous pouvons ou nous avons beaucoup plus besoin d'acteurs du développement, d'acteurs qui doivent apporter des solutions. Et dans le contexte qui est le nôtre, pardon, je pense qu'il n'est pas du tout anodin de dire qu'il ne faut pas compter sur les ONG. Il faut aussi compter sur les ONG parce que ce sont des acteurs critiques, des acteurs qui apportent des idées nouvelles, qui, n'est-ce pas, aussi découvrent des problématiques et qui peuvent le faire parvenir aux dirigeants politiques. Et donc, au-delà de dire que les ONG sont là justement au-delà de dire par exemple que les ONG doivent être là que pour implémenter le projet, on peut se dire que les ONG sont aussi là pour critiquer, pour donner des idées, orienter les populations. Je pense qu'effectivement, donc, nous avons besoin des ONG dans le contexte qui est le nôtre. Parce que les types d'assistance que les ONG peuvent apporter peuvent aussi être significatifs. Par exemple, aujourd'hui, on va voir les ONG qui sont bénévoles et qui doivent aider les personnes euh, qui doivent aider les personnes dans la précarité en milieu rural, les personnes qui ont du mal, par exemple, euh, à trouver un peu de fonds de démarrage de petites activités génératives de revenus. On voit par exemple des gens qui se cotisent pour aller aider des philanthropes en quelque sorte, pour aller aider. Ça, c'est l'essence même de l'existence des ONG. Ce ne sont pas
acteurs qui s'inscrivent dans une politique capitaliste qui vise uniquement le profit, mais qui vise effectivement donc le bien-être communautaire. Donc c'est dans ce sens-là, au regard des problèmes que nous avons, investir effectivement la présence des ONG n'est pas anodine. Nous devons en profiter, nous devons plutôt les restructurer pour qu'elles répondent aux besoins de population. Parce que s'il y a cette collaboration, cette synergie, cette collaboration entre la société civile, entre les gouvernements et les secteurs privés, c'est cette synergie-là qui peut apporter de la valeur et répondre tant soit peu aux problèmes quotidiens que nous connaissons dans le contexte congolais. Merci beaucoup, cher Chavez, pour cette brillante réponse aussi que j'apprécie. Donc, c'est exactement au-delà de problématiser la présence des ONG en RDC, c'est de reconnaître qu'elles apportent aussi une value plus, non seulement dans le rapprochement de personnes, individus, communautés qui sont dans des coins parfois inaccessibles par les structures étatiques, mais en apportant exactement ces genres de services qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent alléger leurs conditions de vie. Je ne suis pas le seul à intervenir cette soirée. Je vois déjà qu'il y a des mains levées, mais permettez-moi de revenir sur certaines questions qui ont déjà été posées dans le chat. Je vois ici la question de notre aîné Moïse Chiralu Ramasonga qui disait, quid de la responsabilité de l'État congolais? Faut-il vraiment une sous-traitance irresponsable pour couvrir la faillite de volontaires d'un pays capable de couvrir complètement les services sociaux de base? Ça, c'est une bonne question. Merci beaucoup, cher Moïse. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat pour le moment, mais je vais peut-être prendre la main levée de Jacques et puis celle de Gervais, et après, nous allons revenir sur d'autres questions. Merci beaucoup. À vous la parole, Jacques. Bonsoir à tout le monde. D'abord, dire mes sincères félicitations pour la présentation de Chavez. C'était vraiment très intéressant. Merci. Est-ce que Cependant, vous vous j'ai une approchez question. un peu de votre micro, Jacques, pour que ça soit un peu plus audible, hein? Merci. D'accord. J'espère que vous m'entendez Merci. bien. Oui, ça marche. Merci. Merci. Cher Chavez, en écho en écho à Rai Mwende, la dame qui avait dit que toute aide qui n'aide pas à se départir de l'aide mérite d'être rejetée. Je voudrais poser une question. La question en soi, c'est de vouloir savoir si vous ne pensez pas que les modèles actuels de gestion des pays du Sud, des pays en voie de développement, qui dépendent largement des financements extérieurs ou des ONG extérieures en RDC, perpétuent en quelque sorte une réalité ou une forme de dépendance structurelle parce qu'à force de chercher des financements plutôt que de construire des modèles économiques internes, moi je pense qu'on fragilise nos institutions et on alimente d'une façon indirecte les inégalités, voire même la corruption dans notre pays. Donc, comment repenser les financements du développement pour qu'ils renforcent réellement la souveraineté et l'autonomie locale au lieu de toujours dépendre de l'aide extérieure. Voilà, merci. Merci beaucoup, cher Jacques Assoumani, pour cette très bonne question. Je vois aussi la main levée de Gervais Moudéroy et celle de Laurent Cassindi. Comme ça, on prend toutes les questions déjà posées et puis nous allons remettre le micro à Chavez. Gervais, à vous la parole. Merci beaucoup, cher Christian, de m'avoir accordé la parole. Je suis Gervais, j'interviens depuis Bukavu. Merci au collègue Chavez de sa présentation, qui nous a édifié en tout cas sur un sujet de grande importance. Mais cependant, au moment où j'ai vu d'ailleurs les thèmes en soi, je me demandais est-ce que les mots repensés de mon entendement suppose que le modèle actuel est défaillant, si on peut parler de repenser le financement des ONG. Et selon vous, je voulais certainement comprendre quelle est la racine structurelle du problème. Est-ce que c'est le manque de financement ou bien c'est le manque de crédibilité des ONG congolaises? Parce que aussi je doute, en tout cas, de l'arène ou du paysage, des solutions que vous avez proposées. Et je me demande est-ce que le paysage actuel des ONG au niveau de la RDC, au regard déjà de cette question de crédibilité, mais aussi au regard de la loi qui régisse les ASBL,
comme des associations à but non lucratif. Pensez-vous peut-être que cela ne pourrait pas accélérer encore ou détériorer encore davantage cette crédibilité qui est mise en cause, que ce soit par des bailleurs extérieurs? Je voulais que vous puissiez peut-être un peu éclaircir sur ça par rapport à ces paysages congolais, parce qu'on sait que déjà lorsqu'on les voit, on sait que la corruption et les restes et tout ce qui va avec, ça rime également avec les ONG. Voilà ma petite question. Très bonne question, merci Gervais. On va passer la main à Laurent pour le moment et puis nous allons remettre le micro à Monsieur Chavez pour réagir. Merci Laurent. Et puis après, nous allons prendre la deuxième série de questions avec la première main, celle de Espoir. Merci Christian, bonsoir à tout le monde. Ce que j'ai apporté, c'est pas une question, je voulais contribuer à la réflexion en commençant par féliciter le compatriote et frère Gervais pour sa présentation. Son analyse est correcte, profonde aussi parce que c'est une question qu'on nous pose beaucoup, nous qui travaillons dans les ONG depuis longtemps. Et les gens demandent c'est quoi la motivation, qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais je crois que souvent, les gens ne s'interrogent pas quelle est l'histoire des ONG. D'où vient cette approche déjà? Ça commence où? Moi, je me suis intéressé à la question et j'ai vu que vous pouvez regarder avec moi quand vous aurez le temps. En fait, les ONG, ça remonte vraiment aux premières luttes philanthropiques un tout petit peu du 19e siècle, où les gens ont commencé à penser que les problèmes qu'ils rencontrent chez eux, s'ils peuvent y apporter des réponses, ça ne suffit pas si le problème continue ailleurs. Donc, vous pouvez être en train de vivre votre vie tranquille, quelque part, et combattre le racisme peut-être dans votre pays, en Amérique, mais vous demandez ça se passe comment ailleurs. Donc, l'idée de l'humain qui ne se considère plus comme un être isolé et qui sent une solidarité avec les autres qui font face à des difficultés ailleurs, c'est ça qui va générer un peu le mouvement philanthropique qui sont portés au début par les églises, d'ailleurs. Vous regarderez les chiffres, je crois que c'est, je sais plus quelle organisation, Croix-Rouge, mais sans frontières, je crois que c'est la Croix-Rouge, qui est la première ONG qui voit le jour. On va dire, il y a très, très, très longtemps que la Croix-Rouge, c'est au 19e siècle qu'elle voit le jour. Il y a des gens, à un certain moment, qui pensent que avoir des solutions pour nous-mêmes, quand les autres sont en train d'affronter les mêmes problèmes, ne suffit pas. Il nous faut vraiment porter le regard au-delà, de chez nous. Mais les ONG telles que nous les connaissons chez nous au Congo, je crois que ça prend forme un peu à partir de la Deuxième Guerre mondiale, quelque part là, où les nations, les gens commencent à comprendre qu'il y a une certaine interdépendance, on vit avec l'approche du multilatéralisme, il faut resserrer les liens entre les États et passer du modèle de la confrontation un peu, ce qu'on appelle le réalisme en sciences politiques, et aller vraiment vers un modèle d'interdépendance et de collaboration, où on va se dire, en fait, il y a plus à obtenir les uns des autres que à essayer de dominer, de toujours arracher. Maintenant, chez nous, et je vais chuter par là, euh, il faut regarder comment fonctionnent les ONG. Parce que au fil du temps, les ONG sont venues pour suppléer les carences de l'État. C'est-à-dire que toute ONG qui existe au Congo, je vais parler du Congo, signe un accord avec le gouvernement congolais. On connaît le processus d'enregistrement qui passe par le ministère de la Justice, mais on oublie souvent que notre autorité de tutelle en tant qu'ONG, c'est le ministère du Plan. Et le ministère du Plan, il est là pour garder l'œil du gouvernement sur ce que font les ONG. Parce que les ONG, si vous voulez, ce sont des acteurs qui arrivent dans un pays et qui disent au pays, on voit que vous avez des problèmes avec les enfants de la rue, on voit que vous n'arrivez pas à assurer la nutrition, je sais pas moi, de telle communauté, on voit que vous avez du mal avec telle crise humanitaire. C'est parce que vous avez du mal qu'une ONG arrive. Et je crois que la motivation principale pour un État d'accepter que l'ONG vienne suppléer sa propre action, c'est quand l'État voit que l'ONG prétend pouvoir mobiliser des ressources qui ne viennent pas des caisses de l'État, qui ne viennent pas du budget national. Vous vous souviendrez qu'il n'y a pas très longtemps, lorsque le Maroc a fait face à un tremblement de terre, le roi a refusé l'intervention de certaines ONG, a refusé l'aide qui venait de certains pays. Lorsqu'un État peut dire que nous n'acceptons pas que tel acteur vienne chez nous, nous n'acceptons pas telle aide, nous allons être sélectifs, c'est qu'il a des réponses à apporter. Parce qu'un État ne va pas laisser sa population mourir. Un État ne va pas regarder des besoins perdurer et refuser la main qui lui est tendue. C'est dans cette relation-là, les ONG viennent suppléer là où l'État ne réussit pas, que
Va maintenant, moi je vais placer cette question, et si les ONG n'ont pas les moyens, si les ONG n'ont plus de moyens, à mon avis, si les ONG ne peuvent plus mobiliser des moyens, la raison d'être n'existe plus. Parce que la promesse est faite à l'État que nous allons mobiliser des ressources qui ne viendront pas de vos caisses, mais nous allons répondre aux besoins de vos populations. Nous allons jouer une part de votre rôle. Si vous voulez, je disais à quelqu'un récemment, les ONG sont des invités dans des pays. C'est vraiment comme un invité qui arrive chez toi qui dit, je vais t'aider ici parce que tu n'arrives pas à le faire. Mais si le propriétaire de la maison ne veut plus de toi, il peut te chasser avec ton argent. C'est ce qui arrive au Sahel, les États du Sahel. Ou alors, si toi, tu ne peux plus apporter l'argent qu'il disait que tu vas apporter pour répondre aux besoins, ta raison d'être n'existe plus. Je vais finir seulement en disant, de mon expérience, pour avoir géré des ONG au Congo et en avoir même maintenant encore, des structures locales un peu, et pour avoir vu les ONG internationales et le modèle des agences des Nations Unies, excusez-moi d'être long, je vais arrêter par là, c'est que euh, je reconnais avec Chavez que nous, nous entrons dans une nouvelle phase. Le mythe qui a entouré les financements des ONG depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale est en train de tomber. C'est un peu comme, vraiment le mythe, il est en train de tomber. Que ce soit la solidarité sur le plan international, que ce soit toute l'aura qui entourait les ONG, je pense que tout ça est vraiment en train de tomber. Et voilà pourquoi est-ce que mobiliser de l'argent devient de plus en plus difficile. Je ne vais pas répéter l'orateur. Euh, je vais arrêter par là, sinon je pense que ça va faire un peu plus de temps. Mais je pense qu'il faut regarder vraiment dans le contexte général qu'on est véritablement en difficulté. C'est un modèle qui ne va pas durer. Et j'aimerais dire aussi qu'on a essayé, depuis qu'on a créé des associations dans les années 2000 à Bukavu, d'utiliser cette approche-là un peu entrepreneuriale. Mais ça pose le problème que si vous êtes bon pour faire la lutte contre le sida, vous n'êtes pas bon pour gérer une boutique. Je peux citer des ONG, ce que vous connaissez, qui avaient essayé de commencer des boutiques, des cybercafés et tout cela. Mais vous allez voir que les raisons qui les ont réunis et les capacités qu'ils ont, c'est plutôt pour avoir de l'argent gratuitement et l'utiliser. Mais ils n'ont pas des compétences, des outils et des réflexes pour générer de l'argent. Et c'est pour ça qu'on a toujours échoué dans ce secteur-là. Y compris actuellement, j'ai une structure à Bukavu et en galère. Voilà, merci beaucoup, cher Laurent, pour cette réflexion utile et qui permet exactement de contextualiser aussi l'historique des ONG en RDC et dans le monde. C'est très important de tenir en compte tous ces aspects-là et je vais demander exactement à ceux-là qui sont intéressés de pouvoir continuer cet échange, comme je le disais, ça ne va pas finir ici. Donc, nous aurons encore la chance, si vous avez des questions même pour Laurent et pour autres, de m'envoyer un petit texto sur WhatsApp parce que c'est plus facile quand je reçois votre message pour que je vous intègre dans le groupe. Dans l'entretemps, je remets le micro à Chavez pour revenir sur certaines questions qui ont été déjà posées. Et après, nous allons prendre une petite pause afin de permettre à Chavez de respirer parce qu'il en a besoin. J'ai vu que son verre d'eau est déjà presque fini. Et puis, nous allons revenir pour clôturer notre séance. Merci. Ouais, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions, questions très importantes, très intéressantes, et qui surtout euh, décrivent un peu le contexte ou la réalité actuelle des financements des ONG, surtout pour la contribution de Laurent, en tout cas, qui retrace un tout petit peu ou en grande ou un tout petit peu effectivement l'historique des ONG, comment est-ce que ça c'est né, comment est-ce que les ONG sont nées, quels sont les enjeux politiques, sociaux qui les ont toujours caractérisés et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En tout cas, c'est très important. Merci surtout d'avoir souligné cet aspect-là. Je vais d'abord peut-être répondre à la question de Jacques, puis plus tard je vais répondre à d'autres qui m'ont été posées. Et Jacques a dit qu'il a souligné une citation de je ne sais qui encore, qui s'il peut me la rappeler, mais il a dit effectivement, il a souligné, il a paraphrasé la personne ou l'auteur, l'autrice, qui a dit que toute aide qui n'aide pas ne mérite pas d'être acceptée. Je pense que j'ai vraiment bien retenu tous les mots. Et donc, il veut savoir si les modèles de financement, est-ce que ça n'est pas dans une dépendance structurelle? Bon, voilà, je pense que c'est un peu ça sa question, effectivement. Et je pense, oui, en quelque sorte, que le modèle actuel du financement nous maintient dans une dépendance structurelle. Je l'avais déjà dit dans ma présentation que le fait de tout le temps tendre le main, euh, voir s'il peut y avoir un partenaire en Europe, aux États-Unis, qui peut nous aider, soutenir nos projets,
pour finalement répondre à nos besoins. Ça, c'est pas du tout une option que les ONG, surtout locales, qui connaissent bien les besoins des populations, devraient adopter. Mais peut-être je vais vous surprendre un tout petit peu parce que effectivement, dans l'histoire, selon une histoire du développement que je lis, je m'étais rendu compte quand même qu'il y a certains pays qui se sont développés. C'est très souvent une réalité surprenante parce que moi-même je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qu'il y a des pays notamment qui se sont quand même relevés grâce à l'aide de développement. Donc, il y a eu des financements de part et d'autre qui ont aidé au relèvement des pays, notamment par exemple la Corée du Sud. Vous savez très bien que la Corée du Sud a connu une guerre qui a d'ailleurs conduit à la partition de la Corée en 1953, une guerre qui a en tout cas été trop violente et qui a fait plusieurs morts d'hommes et personnes. Et donc, il y a certains pays qui en ont quand même bénéficié. Et le contexte congolais qui est caractérisé ou qui est miné par la corruption aujourd'hui ne nous permet pas de tirer profit des financements que nous percevons. Je vais ici, par exemple, parler de l'ancien ministre belge, Alexander De Croo, lorsqu'il était ministre de la coopération et du développement, et lorsqu'il donnait une conférence aux États-Unis au sein de l'université euh, j'ose croire que c'est Georgetown, excusez-moi, je pense que c'est Georgetown, mais peut-être vous pourriez m'apporter vous pourriez m'apporter l'université. Mais au moins, quand même, je me souviens de tout ce qu'il avait dit durant cette conférence, du moins tout ce que j'avais lu par rapport à tout ce qu'il avait dit dans la conférence. Il a donné des exemples. L'exemple entre l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. On a perçu durant cette année-là presque deux montants qui étaient en tout cas presque le même en termes de coopération et de développement. Et à cette époque-là, le Congo, malheureusement, avait une gouvernance très défaillante, qui est très minée par la corruption, pendant qu'en Éthiopie, euh, ils ont quand même su capitaliser l'argent qu'ils avaient perçu de la part des acteurs internationaux, de l'USAID notamment, de la GIZ, d'un d'autres actifs du développement. Et cela leur a permis, ça peut être subjectif, je le sais très bien, ça peut être subjectif, cela leur a permis effectivement euh, d'aller sous la voie du développement. Pendant qu'au Congo, l'argent, comme on le dit très souvent, a fini dans le poche des puissants, des élites politiques, des élites économiques ou même des acteurs mieux placés dans les secteurs du développement. Donc, on peut effectivement fustiger le modèle actuel de financement, mais on ne peut pas oublier les rôles que jouent les acteurs locaux dans, dans le processus de voir que le financement qui a été donné ne puisse pas faire, euh, ne puisse pas, disons, répondre aux besoins pour lesquels il a été donné. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui n'est pas négligeable, mais on peut se dire effectivement que peut-être la corruption ou la corruption est orchestrée ou est encadrée par les acteurs qui financent et les acteurs qui sont financés. Ça peut être possible parce qu'effectivement, il y a le secteur du développement ou le secteur des ONG est de moins en moins contrôlé, surtout en République démocratique du Congo. Très facilement, vous allez voir une ONG qui a des millions d'argent, mais tous ces millions, tout cet argent ne sont pas vraiment contrôlés. Donc ça, c'est vraiment l'aspect que je pourrais souligner par rapport à la question de Jacques. Mais effectivement, lorsqu'il a dit dans la même question, est-ce qu'il y aurait la possibilité de repenser le financement? Ben oui, d'ailleurs, j'ai proposé quelques pistes. Les pistes, par exemple, de la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, on va, comme l'a dit d'ailleurs Laurent, dans les années qui viennent, on va avoir des ONG hybrides. Donc, des ONG qui intègrent à la fois euh, euh, l'aspect non lucratif et l'aspect lucratif. Donc, l'aspect lucratif, effectivement, va aider à financer l'aspect non lucratif. Donc, effectivement, c'est là où on tend. Et l'économie sociale et solidaire va être très importante dans ce processus-là. Alors, si je peux directement aussi répondre à la question de Moïse,
qui a dit, est-ce que le Congo, un pays très grand au cœur de l'Afrique centrale, est-ce qu'on n'a pas vraiment la capacité euh, de gérer complètement ou de nous occuper effectivement de nos propres besoins? Donc, voilà, il y a la famille, il y a le déplacement de population. Est-ce que vraiment on n'a pas la capacité, est-ce qu'on n'a pas vraiment la capacité? Moi, je pense que peut-être c'est un peu trop dire, hein, parce que même dans le pays trop développé, bien qu'on peut toujours remettre en question l'origine, l'histoire des ONG, et on va voir que les ONG dans le pays comme euh, les États-Unis ont toujours un rôle très prépondérant, ont un rôle vraiment vital dans la manière même de fonctionner de la société. Donc, le fait que nous soyons aujourd'hui dans les pétrins, le fait que nous soyons aujourd'hui dans les difficultés même de subvenir à des petits besoins, ne peut pas, par exemple, nous empêcher de réfléchir sur des modèles sociaux qui puissent quand même rapprocher certains acteurs aux populations les plus vulnérables. C'est ça même, à mon avis, l'importance d'avoir des ONG. Euh, Parce que, en un certain moment, l'État et sous-traiter ses missions. D'ailleurs, Laurent l'a très bien dit lorsqu'il a dit que lorsqu'il y a des problèmes que l'État ne sait pas aider, voilà, c'est là où il y a d'ailleurs l'importance de la présence des ONG. Et donc, dans ce sens-là, on va voir que l'ONG est toujours très importante. Peut-être la manière de concevoir l'ONG qui est un peu différente, mais en Belgique, par exemple, si je peux donner l'exemple d'ici où j'habite en Belgique, on va voir que les ONG vont jouer les rôles, euh, vont jouer les rôles donc des personnes, des acteurs qui sont vraiment aux côtés des populations. Par exemple, aujourd'hui, Laurent peut-être saurait très bien le dire. Aujourd'hui, on va voir, par exemple, toutes ces stratégies pour n'est-ce pas, faire comprendre aux plus jeunes l'importance de la coopération au développement, l'importance de construire certains préjugés. Ça, c'est le rôle qui est joué par les ONG. Bah, bien sûr, l'État peut aussi très bien le faire en mettant en place des lois qui, n'est-ce pas, reconnaissent les droits des étrangers, des migrants, illégaux ou légaux, mais voilà, donc les ONG sont là tout le temps, bénévoles ou non, pour jouer ce rôle. Et je pense que nous ne devons pas limiter les ONG à la simple question de dire que c'est des acteurs qui entretiennent la corruption, qui sont là que pour distraire l'État. On doit les prendre en tout cas comme des acteurs critiques qui aussi fassent évoluer de manière ou d'une autre la société. Voilà, donc je pense que c'est cela, en tout cas, l'élément des réponses que je pourrais donner à la question de Moïse, si c'est pas vraiment, je dirais, voilà, donc je pourrais peut-être y revenir plus tard, peut-être dans le chat ou inbox, juste à la fin de ce webinaire. Mais par rapport à la question de Gervais, je pense, qu'il a dit, est-ce que, euh, voilà, il a parlé aussi en quelque sorte de tout ce qui est comme corruption. Est-ce que le paysage aujourd'hui, qui n'est pas du tout bon aux yeux des étrangers, des partenaires internationaux, permet à ce que quand même euh, tout ce que j'ai dit en termes en termes de solutions soit, n'est-ce pas, quelque chose de possible pour que les ONG dans le contexte congolais soient les plus autonomes possibles. Je pense que c'est ça la question qui a été posée. Si ce n'est pas le cas, après, en tout cas, les rectifier. Mais je pense que peut-être j'ai tiré les bons éléments de votre question. OK, voilà. Donc, oui, effectivement, aujourd'hui, l'image du Congo, surtout dans les secteurs de la coopération et développement, les ONG en particulier, est ternie. L'image n'est pas du tout bonne. Mais il est question plutôt de savoir que les solutions que personnellement j'ai proposées ou les solutions auxquelles j'ai pensé pour dire que c'est cela l'alternative au manque de financement actuel pour les ONG, ce serait, à mon avis, donc de penser que nous allons finalement adopter une posture indépendante.
finalement, on ne va plus compter sur les acteurs internationaux, bien qu'il pourrait y avoir toujours des acteurs internationaux qui peuvent aider les ONG locales qui n'ont pas de possibilité de se relever, ne pourraient plus venir parce que l'image du pays est ternie. Mais je pense effectivement que cette manière de voir les choses et surtout d'innover sur le plan local devrait nous permettre euh, de ne pas trop compter sur l'extérieur, mais de compter sur nous-mêmes. Hein. Donc, s'il y a par exemple des solutions sur le plan local, nous pouvons effectivement nous-mêmes y réfléchir sans pour autant dire que ça va être pensé, ça va être théorisé de cette manière. Et donc, voilà, donc la manière finalement, c'est un développement autocentré, c'est un développement autogéré, c'est un développement qui vient de nous-mêmes qui est, n'est-ce pas, vient de nos propres besoins, de notre propre contexte, de notre propre situation, et qui doit être compris par les acteurs sur place, les ONG notamment. Donc, voilà la question, ou les éléments de réponse surveillés que je pourrais donner aussi à votre question. Et peut-être vous pouvez m'éclairer un peu sur la question si vous pensez qu'elle n'a pas été suffisamment répondue. Mais voilà donc un peu Christian et tous les autres qui ont posé des questions pour effectivement comprendre le modèle à adopter pour une transition de financement à adopter en RDC. Excellent. Merci beaucoup, cher Chavez, pour ces réponses qui sont, je vois déjà par les emojis, qui sont satisfaisantes. Comme je le disais, nous allons encore prendre 10 minutes environ pour terminer notre échange, mais dans l'entretemps, pour permettre un peu à Chavez de se respirer un peu de l'air frais, je vais nous jouer une petite musique pour 2, 3 minutes. Le temps aussi pour nous de nous détendre un peu. Et après, nous allons revenir sur les deux questions qui nous restent, celle de, je pense, de Noël. Et après, nous allons clôturer notre échange. Donc, à tout à l'heure. Et dans l'entretemps, dégustez bien cette chanson de Mac Kalambai. Nalisana na boyokani na bomoko na mosala nde tokotonga ekolo babitumba koswana bokakwani koina na lelo tala ndenge ezongisi biso na nsima elongo na losambo tosimba na maboko elikya na mitema elongo ezali bagongolo miso ozala se wana omona na miso delibasa kongo na kongo enzambe tozali ekolo yo mpona enzambe salela biso ngolu ya yesu eleli mpe mingi na kongo enzambe kongo na Kwaje? betu kongo na beto kongo yetu bangala baluba bakongo baswahili biso nyonso tozali se bana kongo pambola kongo na biso enzambe tozali ekolo yo mpona enzambe salela biso ngolu ya yesu toleli mpe mingi na kongo. Voilà, merci encore une fois pour votre patience. Nous allons maintenant revenir vers la fin de notre échange de cette soirée. Comme vous le savez, c'est un espace que nous organisons toutes les 2 semaines, mais pour ce mois de novembre, nous avons un programme assez riche et que nous voulons vraiment, vraiment, vraiment faire participer tout le monde. Alors, je vois encore la main levée de Noël.
et après laquelle nous allons remettre le micro à Chavez. Je demanderai à ceux-là qui sont aussi intéressés de suivre nos prochains programmes de webinaires, de ne pas hésiter de liker nos pages. Nous avons des pages Instagram, LinkedIn, Facebook. Comme ça, vous resterez toujours à l'actu de nos prochains webinaires. Alors, Noël et puis Espoir. Noël et Espoir. Merci à vous la parole. Ok, merci beaucoup, Christian, pour la parole. Merci beaucoup, Chavez, pour cette très bonne présentation. En fait, pour moi aussi, ça ne sera pas vraiment une question, ça sera plus un commentaire et un ajout. Il y a un très bon point que Laurent a souligné, sur lequel je voulais rentrer. Et je crois que c'est même le nœud du problème au-delà du financement. Le plus grand problème, c'est la création même de ces ONG. Dès la création, déjà, il y a un problème. Parce que les ONG doivent dépendre, comme Laurent l'a bien signifié, doivent dépendre du ministère blanc. Les ONG doivent être créées pour répondre à un problème identifié. Et dès qu'ils soumettent leur souhait d'enregistrement ou bien leur souhait d'aider le gouvernement, ils doivent détailler la méthodologie qu'ils vont utiliser, le source de financement qu'ils vont utiliser et peut-être même avoir un financement additionnel du gouvernement avec la méthodologie innovante ou bien des stratégies innovantes qu'ils veulent mettre en place pour répondre aux problèmes. Et donc, si dès la création des ONG, qui est le contexte de la RDC, où les ONG sont nées comme des champignons, sont nées comme des opportunités d'avoir accès au financement, sont nées du fait que mon frère, ma soeur, mon cousin est dans une institution de financement et en créant une ONG, j'aurai accès à cette enveloppe-là. Euh, ça n'aidera jamais le développement. Et on peut le voir dans les milieux, que ce soit le milieu ruraux, dans certains milieux, l'impact de ces ONG est presque insignifiant. Et donc, est-ce que j'ai vu dans les solutions, vous avez aussi dit qu'il fallait passer peut-être aux coopératives et autres formes d'entreprises sociales pour aider au développement. Là aussi, le même problème se présenterait si, dès le départ de la création de la coopérative ou de la création de l'entreprise, il n'y a pas un plan précis, une activité précise, avec des indicateurs clés d'accomplissement ou bien des indicateurs contrôlables et mesurables pour permettre à prouver que votre impact est en train d'avoir des impacts sur les milieux. J'ai vu des cas, par exemple, je prends l'exemple de l'Ouganda, où les ONG, la majeure partie ont été supprimées et tous les financements qui viennent à travers le gouvernement doivent passer à travers des coopératives. Et les coopératives sont aussi nées comme des champignons. Et donc, il y a toujours ce besoin-là d'avoir un plan précis, d'avoir une structure qui permet de faire un contrôle des institutions ou bien des partenaires qui veulent intervenir dans le développement pour permettre à répondre à un besoin qui a été identifié. Personnellement, je préfère le modèle de financement de la Banque mondiale qui, depuis quelques années, a décidé que tout financement venant de la Banque mondiale, sauf si c'est pour des financements liés à la santé ou bien aux urgences, doit passer à travers le gouvernement et à travers des ministères des tutelles. Bien sûr, il faut avoir un bon gouvernement qui a aussi un certain plan, mais c'est un très bon modèle de financement où il faut toujours associer le politique au développement pour permettre à ce qu'il y ait durabilisation et qu'il y ait impact sur les milieux, sur les développements et sur les populations. Et donc, mon commentaire serait, il doit y avoir un effort, même dans les conclusions que Chavez, c'est dans les recherches que vous faites, je sais que vous êtes chercheur, regardez dans cet aspect aussi des politiques de création de ces entreprises, de ces ONG, de ces structures d'aide au développement pour permettre à ce que dès que les fonds d'aide au développement viennent de nos différents partenaires, que ce soit canalisés vers ces structures-là, qui ont des délivrables, qui sont capables de pouvoir apporter un certain changement, et non pas simplement des structures qui sont devenues des structures d'enrichissement familial. Merci beaucoup. J'aime bien le ton par lequel tu as fini, cher Noël, et merci pour cette intervention assez riche. Des structures d'enrichissement familial. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, même dans la culture des ONG chez nous. On voit très souvent que le président du conseil d'administration est quelqu'un dont la femme est la directrice de l'ASBL
Et après, vous allez retrouver toute la chaîne. Et ce même modèle se réplique dans nos partis politiques où nous avons des parrains, des dauphins, demain nous avons des baleines, des requins. Donc, je ne sais pas où est-ce que nous allons, mais je vais laisser la main à Espoir aussi de réagir pour voir où est-ce que nous pouvons, qu'est-ce qui nous apporte. Espoir, à toi la parole. Je pense qu'Espoir, ton micro est encore fermé. Je ne sais pas si tu peux l'ouvrir. Ou bien je peux t'aider de mon côté. Je ne sais pas s'il y a un souci. Allez. Peut-être que dans l'entretemps, quand Espoir est en train d'ouvrir son micro, Chavez pourrait déjà réagir à cela. Et je vais voir aussi dans le chat s'il y a d'autres interventions des amis. Voilà. Je pense pas qu'il y ait autre question. Donc, on répond seulement à l'observation de Noël pour le moment. Merci. Euh, oui, vous m'entendez? Oui, ça marche. On vous capte bien. Ouais. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Noël, pour votre commentaire. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais en dire. Euh, excusez, je peux? Ah oui, Espoir, désolé. Oui, vous pouvez y aller. Désolé, Chavez, Ah, pour ce. merci. Ouais. Je disais que je vais commencer par la note sur laquelle a terminé notre ami Noël, les structures d'enrichissement familial. En fait, lorsque vous rentrez chez Olivier Desardins dans l'anthropologie et développement, avec toute la question du groupe APAD tel que Chavez l'a évoqué, il parle ici des courtiers au pied nu, les courtiers au pied nu, et donc tous ces acteurs-là, fondateurs des ONG, qui viennent et qui sont toujours à la recherche de financement. Et toute la question, et ici il faut se poser la question, quels sont les mobiles derrière la création des ONG? Très souvent, le problème réside même au niveau de la création de ces ONG, parce que déjà là, au niveau de la création, c'est un acteur au sein d'une grande organisation des Nations Unies, une organisation, euh, un organisme international qui a du financement et qui va sous-créer une organisation, une ONG qui va recevoir un certain financement et cette organisation qui sera mise au nom de, ou plutôt qui sera créée soit en son nom, soit au nom de sa femme, soit au nom de son petit frère. Et déjà, le financement, lorsqu'il sera donné, vous allez vous rendre compte que déjà, il y a cette chaîne, il y a cette chaîne de corruption qui a commencé par les fondateurs. Et du coup, le financement ne va pas arriver de façon attendue à la base. Donc voilà, ne va pas répondre aux besoins pour lesquels il a été accordé. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est la confiance que nos ONG, voilà, les ONG continuent à inspirer confiance devant les bailleurs de fonds. Parce que déjà depuis des décennies, on a vu qu'il y a eu beaucoup de financements qui ont été déversés dans nos pays du Sud, notamment en RDC, particulièrement dans nos provinces du Sud et du Nord Kivu, pourquoi pas le Maniema et l'Ituri. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de changement, il y a pas eu de modification, il n'y a pas eu du développement tel que souhaité par les bailleurs de fonds. Et très souvent, on a vu que des acteurs ont connu, voilà, certains ONG ont été divisés sur fond de conflits internes liés au financement obtenu de la part des bailleurs de fonds. Et du coup, la confiance a, a tari chemin faisant. Et donc, la question de dire, dans la recherche de ce financement, est-ce qu'on continue à inspirer confiance ou est-ce qu'il faut passer par d'autres voies? Chavez a proposé une bonne alternative, voilà, celle de tenir compte ou de s'appuyer sur les organisations, notamment l'économie circulaire et solidaire ou solidaire et circulaire, je ne sais pas,
Mais il faut aussi se poser la question de savoir est-ce que cette forme d'organisation est également efficace, surtout déjà dans le contexte qui est le nôtre, traversé par une crise multiple, notamment toute la question de la crise sécuritaire, la crise climatique, les crises politiques et les crises de gouvernance. Est-ce que le système d'économie solidaire et structurée va être efficace? Encore que, il faut regarder à l'interne de ces structures toute la question de relations de pouvoir, toute la question de, toute, voilà, toute la question de relations de pouvoir et toute la question d'appauvrissement des membres de ces structures, de ces AVEC. Parce qu'on voit déjà comment les AVEC ont appauvri certains membres de la communauté parce que quand il prend l'emprunt auprès de l'AVEC, mais il donne déjà les documents de sa parcelle ou de son champ, et s'il n'est plus capable de rembourser, vous savez seul ce que ça va donner par la suite. Et donc, c'est aussi un modèle important, mais un modèle qu'il faudra restructurer, qu'il faudra, euh, donc voilà, sur lequel il faudra travailler davantage pour que ce soit un modèle efficace pour le développement de nos entités. Voilà un peu ma réflexion, ma modeste réflexion. Merci beaucoup, cher Espoir, aussi pour ces brillantes réflexions partagées. Avant que je ne remette la main à Chavez, je voudrais peut-être lire deux interventions aussi dans le chat qui nous ont été partagées par les amis. Il y a Alex Kalura qui disait, j'avais proposé depuis 2022 aux universités de Goma et Bukavu un projet de recherche visant à créer une coopérative sociale, un centre de recherche et action endogène pour le développement. Mais vous serez étonné par les réactions. Je partageais la note conceptuelle dans le groupe. OK, on va attendre la note conceptuelle, cher Alex. Merci aussi pour ce point. Il y a Déborah Boigny qui dit, ma préoccupation est celle de savoir si les pays du Sud auraient plutôt besoin des investissements en lieu et place des financements provenant des ONG. OK. Il y a aussi Eric qui dit, je voulais savoir si les ONG sont un frein ou moteur à la souveraineté nationale. Je pense que cette question a déjà été d'une manière ou d'une autre abordée par Chavez. Mais voilà, toi, Chavez, hein, donc tu vas y aborder comme tu te sens, mais c'est un peu de toucher au point qu'ont soulevé les amis. Et puis, j'aimerais encore une fois remercier tout le monde pour non seulement la patience pour notre appel qui déjà vient de passer ses 1h30. Très souvent, nous essayons d'aller jusqu'à 1h30, mais permettez que nous allions peut-être jusqu'à 1h40 pour clôturer notre échange. Merci, Chavez. À toi la parole. Ouais, merci beaucoup. Enfin, peut-être c'est parce que peut-être les échanges sont intéressants, ce qui a fait que les gens puissent un peu. Mais en tout cas, merci Noël pour votre commentaire qui est pertinent et qui m'amène aussi à me poser pas mal de questions par rapport à tout ce qui a déjà été abordé. Mon micro, ma caméra a un petit problème. Mais vous aviez souligné que le fait d'adopter notre modèle, par exemple, les coopératives prennent un peu, en quelque sorte, les relais des ONG. Est-ce que ça ne va pas faire en sorte que nous puissions assister à un phénomène des créations en cascade, comme de champignons, des coopératives, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, l'Ouganda est un exemple parfait pour ce que vous aviez dit. Moi, en fait, je pars du contexte où je pars de la réalité selon laquelle, finalement, ce ne sont plus les ONG ou les coopératives ou les ONG qui vont effectivement devenir hybrides, ne seront plus attentistes comme les ont été auparavant dans les années passées, mais ce sont des ONG qui sont autonomes, qui vont, par exemple, adopter des modèles autonomes qui vont dépendre d'elles-mêmes. C'est-à-dire, on ne va pas attendre le financement de la part de l'État congolais pour fonctionner. Et quand on sait qu'on ne va pas attendre un financement de la part de l'État congolais, on va être innovant, on va en tout cas réfléchir sur des stratégies de mobiliser les fonds. Est-ce que c'est une boutique qu'il faut créer pour créer de la valeur, de moyens et financer les sociales dans la communauté? Est-ce que c'est une coopérative, disons, est-ce que c'est une fondation, est-ce que c'est une mutuelle qu'il faut créer pour avoir de la valeur et répondre aux besoins des populations? Voilà. Donc c'est dans ce sens-là, je pense que nous devons beaucoup plus aller.
parce qu'on est dans un contexte où les ONG n'auront plus ou auront en tout cas un accès limité à des financements. Et donc, effectivement, ça va nous amener à réfléchir et à répondre nous-mêmes, sans compter à qui que ce soit, à nos propres besoins. C'est donc ces modèles-là que je pense, que je suis en train de voir dans les prochaines années. Alors, en tout cas, merci aussi, Espoir, pour votre commentaire qui est très pertinent. Peut-être, en tout cas, on va devoir y parler parce que je n'ai pas des commentaires sur votre commentaire. Peut-être on va en parler inbox juste à la fin de de ces webinaires. Mais si je peux déjà répondre à la question de Déborah, est-ce que nous avons beaucoup plus besoin des investissements que de financement? Ben, je pense que quand même, ça c'est ça, c'est un modèle qui a déjà été déployé par les acteurs du développement, parce que vous devez peut-être vous souvenir que les acteurs du développement ont intégré l'aspect de l'investissement et l'aspect du développement en quelque sorte. Mais voilà, effectivement, je pense que nous avons beaucoup plus besoin de cela. Mais il y a aussi des acteurs comme la Chine aujourd'hui qui est beaucoup plus dans les investissements, mais nous voyons toujours qu'il y a un problème de corruption qui continue à miner les efforts. Et donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses à imaginer pour essayer de voir si nous pouvons au moins avoir un modèle qui répond à nos propres réalités. Mais les investissements, bah, peut-être, s'il y a peut-être tous les acteurs du Nord qui viennent investir dans notre pays, bon, peut-être ça pourrait répondre à nos besoins. Si nous avons tous les acteurs du Moyen-Orient qui viennent investir dans notre pays, peut-être ça aurait de la solution, peut-être ça n'aurait pas du tout, peut-être. Donc il y a beaucoup de questions à se poser pour répondre à cette question-là. Et moi je pense pour l'instant ne pas avoir une réponse précise qui pourrait être satisfaisante par rapport à votre question. Voilà, donc Christian et à tous les, les participants, les éléments de réponse que je pourrais donner à certaines questions ou à toutes les questions qui m'ont été effectivement posées. Merci, cher Chavez, encore une fois pour ces belles réponses. J'espère que les amis qui ont posé les questions en ont trouvé satisfaction. Et encore une fois, je disais merci, merci à tout le monde pour la patience. Maintenant, nous allons clôturer notre espace webinaire et j'espère que chacun de nous, chacune de nous est sorti au moins avec quelque chose qui pourrait lui permettre, si vous êtes membre d'une structure ONG ou bien vous dirigez une structure ONG, de réfléchir un tout petit peu, non seulement le financement, mais réfléchir un peu la durabilité et l'impact réel que votre structure pourrait apporter à nos communautés. Nous avons besoin des ONG, mais nous avons surtout besoin des ONG efficaces. Alors, bonne soirée à tout le monde, à tous et à toutes. Encore une fois, on se donne rendez-vous le jeudi prochain. Je vais partager les slides de notre ami Chavez dans le groupe WhatsApp que nous avons mis en place. Et n'hésitez pas surtout de continuer ces réflexions avec lui ou à d'autres membres du groupe qui seront en train de réagir sur autant de points que nous avons discutés cette soirée. Merci encore une fois à Chavez, qui non seulement nous a présenté de la matière très riche, mais qui nous a aussi a permis d'entrer aussi dans son domaine des recherches parce que c'est un domaine qui mérite bien sûr beaucoup d'attention. Nous allons dans une ère, comme Laurent le disait en amont, où la modalité des ONG, de l'aide, de solidarité et de tout ce qui vient avec n'est pas d'actualité. On se voit bien sûr avec tout ce que je disais au début aussi, comme Trump. Quand Trump vient nous faire la paix chez nous, il nous demande nos minéraux. Donc, ce n'est pas de la solidarité. On doit quand même tirer de bonnes leçons et se dire comment est-ce que nous nous réconfigurons pour aider nos peuples. Bonne soirée à nous tous et à très vite dans le groupe WhatsApp. Bonne nuit. Bonne soirée. Merci.